l'immobilier, c'est très simple, il faut regarder deux choses. La démographie, puis les taux d'intérêt. On va parler de taux d'intérêt, maintenant il faut parler de la démographie. Du moment que la Suisse reste attractive et que les gens viennent, je veux dire, il va falloir construire. Donc c'est clair qu'à terme, on va tendre vers la densification. Tu as certaines villes qui, je pense, vont vraiment pouvoir tirer leur épingle du jeu. Après, tu as certains endroits comme peut-être le Valais ou autre où les gens voudront des résidences secondaires. Une personne en admin qui s'occupe de l'admin peut faire des montants astronomiques comme j'avais jamais imaginé. C'est ça, à deux personnes, limite ça. une personne à mi-temps. Après, ça nécessite du cash quand même. Et j'ai l'impression que en fait, plus les projets que tu fais sont gros, et plus c'est facile. J'ai même vu un promoteur qui en fait attend d'avoir suffisamment de projets pour des coûts de construction de l'ordre de 10-15 millions. Ouais, puis Et ensuite, après, il fait tout d'un coup. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Ivan et Alex, cofondateurs de Immovation ou Immovation. On verra après. Donc une société dans la construction que vous allez présenter tout à l'heure, construction générale. Peut-être rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots, et puis ensuite après on va parler de Focus Immobilier. Ouais, alors bon, moi, fondateur d'Audacia, donc background plutôt dans le private equity. J'ai fait mes études à Londres, c'est là-bas, mais j'ai toujours baigné dans l'immobilier. Je veux dire, de côté de toute ma famille, mais aussi ma première boîte, Audacia SA, faisait à la base l'immobilier, achat-revente et d'appartements, puis un peu de conseil. Puis grâce à Ivan, j'ai pu garder un pied là-dedans, grâce à Immovation, qui va vous expliquer un peu ce qu'il a fait, puis ce qu'on fait avec cette belle boîte. Voilà, donc Ivan, cofondateur d'Immovation Partner, société de construction générale, plutôt spécialisée dans le préfabriqué ossature bois. Alors donc on travaille comme entreprise générale, comme promoteur. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est déjà bien. C'est déjà bien. Vous faites tous vos projets. On est principalement actif dans le Valais central. Ok. Dans la région de Crans-Montana, toutes les communes environnantes. On a des activités en pleine. On a fait quelques trucs hors canton. Okay. Mais principalement, l'activité, elle reste quand même en Valais. Ouais. Ouais, surtout qu'on a un sacré avantage. Quand on construit en montagne, on ne peut pas construire toute l'année. Alors que toutes les constructions préfabriquées, ça permet de construire la baraque et puis de la monter après dans un temps record. Ce qui fait que les problèmes de la montée avant qu'il y ait de la neige ou bien de ne pas pouvoir construire pendant les périodes de vacances, on arrive à esquiver ça. Ce qui est quand même hyper efficace. Puis on prend pas mal de parts de marché aujourd'hui. Surtout grâce à ça. Ok, magnifique. Ouais, vous construisez en hiver dans les halles. Exactement. Voilà, le reste de qu'il pleuve, qu'il neige ou quoi, la construction elle avance. Vous avez le droit en station, parce qu'il y a des limites, il y a des restrictions d'un point de vue bruit. Oui. Est-ce que vous avez le droit d'assembler le préfabriqué ou pas? Alors assembler, de toute façon, il est assemblé en usine. Après, après par rapport à la pose, c'est un peu une zone grise. Parce que théoriquement, la zone bruit, on n'a pas le droit de creuser, on n'a pas le droit d'excaver, par exemple. Mais les travaux de charpente, parce que si on prend le segment, c'est construction bois, donc charpente. Ouais. Ce qui veut dire qu'on aurait le droit. On peut poser réellement des ossatures. Donc le radis, on ne peut pas, mais après monter la maison... Après, ça dépend sur quelle commune on est, on le fait quand même pas. Ou on prend conseil préalable. La commune. C'est dans les règlements communaux. Parce qu'ils se font qui datent des années 80, ça n'existe pas, le préfabriqué en bois. Ouais. Non. Il n'y a pas d'instruction. Ah ouais, c'est excellent. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez assembler en halle de novembre à avril. Ouais. Après, de mai à octobre, vous faites que monter. On peut poser. Ouais. Ah ouais, c'est excellent ça. Puis même à Cran, en été, juillet-août, on ne peut pas construire non plus. Ouais. Donc là, pareil, on continue de monter les parois en usine. Puis comme ça, dès qu'on a de nouveau le droit, les camions ils arrivent et puis on monte. Ah ouais, excellent. Et comment ça vous est venu cette idée alors, du coup? Alors l'idée elle est partie, donc moi déjà de base je suis pas du tout du milieu. J'étais dans l'automobile. Okay. L'idée elle est partie avec un client promoteur qui ça faisait 20 ans qu'il construisait de ce type de construction. Préfa ossature bois, qui lui m'avait posé la question si je n'étais pas intéressé à essayer de faire quelque chose avec lui.
On était parti sur une première réalisation, puis c'est petit à petit comme ça que j'ai mis les pieds dedans. Ça a bien fonctionné, et puis par la suite, fonder la société Innovation Partner. Ouais. Ah, ok. Ah, donc ça, c'est la troisième associé? Non, même pas, non. Ouais, parce que le troisième associé, il est actif dans l'immobilier, dans la construction plutôt, mais en toiture ferblanterie. Ouais. Son entreprise, elle avait 10 ans, donc avec lui, on s'est rencontrés, on se connaissait déjà depuis avant. Ouais. Et puis on a entamé le sujet ensemble, et puis on s'est dit que c'était bien aussi que lui, il élargisse ses activités donc, dans la construction. Et puis il avait déjà son réseau, ça faisait 10 ans qu'il avait sa boîte, donc les contacts, architectes, etc. et tout, il était déjà implanté. Donc, sa boîte de construction? Sa boîte de couverture ferblanterie. Ah oui, pardon. Tant pour moi. Ok, donc vous avez lancé quand? 2019. 2019? Ouais. Et depuis, alors c'est quoi l'évolution? Comment ça se passe? C'est-à-dire que l'évolution, surtout dans la mentalité, les activités, au début, on tapait un peu dans tous les sens. On voulait surtout faire beaucoup de volume. On démarchait des architectes, des promoteurs, etc. On voulait faire le gros œuvre, donc vraiment la partie dans laquelle nous, on est spécialisé, quoi. Bâtiment hors d'air et d'eau. Et puis ça a évolué, donc après, on a commencé à prendre des mandats en entreprise générale, donc à nous coordonner les sous-traitants, donc maçonnerie, terrassement, etc. Et puis maintenant, à terme, le but, c'est clairement de faire nos promotions, quoi. Vous avez déjà construit? Ouais. Oui. On a déjà fait nos promotions. Là, on a acheté 2-3 terrains pour nous. On a aussi on bosse avec des investisseurs privés qui, eux, achètent on leur trouve les terrains. Puis on fait des joint ventures avec eux sur certains projets. La société, elle est jeune, donc c'est clair, on doit générer un peu de cash au début. Ouais, bien sûr. La promotion coûte cher. Ouais. Mais on a déjà commencé, on a déjà des projections terminées, vendues. Puis certains même loués. Parce qu'on on peut faire de la maison, mais on peut faire aussi tout ce qui est surélévation et puis des petits immeubles. Okay. Ré plus 3, on est hyper compétitif. Okay. Donc, ce qui est quand même la majorité de ce qu'on construit ici. Bien sûr. Donc là, on peut faire du locatif sans problème. Ah, magnifique. Parce que c'est quoi, du coup, les avantages concrètement de construire en bois, en préfabriqué? Parce qu'il y a forcément des avantages et des inconvénients. Il y a que des avantages. Il n'y a pas d'inconvénients. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Ouais. D'un point de vue aussi isolation phonique, par exemple. Ouais. Alors, phoniquement, on est meilleur, thermiquement meilleur, sismiquement. Phoniquement, c'est meilleur que le béton. Meilleur. Oui. Ouais. Ah ouais? Oui. Mais il n'y a pas les bruits entre les étages, alors déjà, il faut chez les voisins. Tu vois comment elle est faite, une dalle en béton. Ouais. Voilà, tu vois la construction. Alors imagine-toi, tu as une dalle en bois qui fait 24, elle est isolée en laine de roche entre deux. Après, sur la dalle là, tu as encore 6 ou 7 d'isoles. Donc sous chape, puis tu as une chape traditionnelle coulée sur place. Donc notre séparation d'étage, elle fait 42 cm. Ah, c'est pas mal. Ça résonne moins que le béton. Ça transmet moins les vibrations. La halle, t'entends tout. Mais ouais, là, on est dans une halle industrielle. Ouais, faut faire gaffe avec le béton, c'est clair. Ouais. Ok. Alors voilà, après, autre avantage pour nous, c'est surtout contrôle des coûts. Ouais. Voilà. En gros, une fois que les plans sont validés, tu sais combien ça va te coûter. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. Par contre, c'est clair que si en last minute, tu veux déplacer la cuisine ou faire des choses comme ça, les plus-values, elles vont se chiffrer assez rapidement. Et puis, parce que les parois, elles arrivent, elles sont déjà, les tubes sont déjà là. Il y a plus qu'à aller tirer l'électricité et puis installer les appareils. Donc, c'est clair qu'on gagne un temps fou en le faisant avant. Et puis ça permet de contrôler les coûts parce qu'on sait exactement combien ça va nous coûter. Mais maintenant, si tu veux aller déplacer, là, c'est un bordel. Mais je veux dire, c'est comme si tu fais une baraque en béton puis tu vas creuser des saillies dans le mur pour faire passer les câbles. Hein. Ouais, parce que d'un point de vue organisation, au pire, vous pouvez doubler devant les parois. Je veux dire, s'il y a des modifications à faire. C'est comme le béton, au final. Ouais, oui. Parce que le béton non, aussi, c'est même plus facile. C'est même plus facile. Si tu te plantes sur une amenée de courant, sur une ligne, tu peux ouvrir ton panneau de fer Marcel et puis déplacer ton tube derrière. C'est plus facile que d'aller scier le béton pour déplacer un tube. Ouais. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une maison de 200 mètres carrés à peu près, nous, on a besoin de 6 jours ouvrables pour poser le toit. Donc, t'es hors d'air et d'eau, vu que les parois, elles ont déjà les fenêtres intégrées. Donc, une maison individuelle. Une maison individuelle, en une semaine, elle est montée. En une semaine, t'as le toit qui est posé. Maintenant, le truc c'est que facteur météo, il peut te retarder d'1 ou 2 jours. Ouais. Mais c'est... Donc après, le contrôle, le respect des délais, il
quand même plus... Et combien de temps ça prend, d'une fois que le plan est validé, pour monter la paroi dans la halle? 3 mois. 3 mois à partir du moment qu'on a tout validé les plans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir fait toute l'étude CVSE, les plans électriques, que les plans ils soient vraiment signés définitifs, donc du layout. Et puis à partir du moment qu'on a validé tout ça, il nous faut 3 mois. On a à peu près 3 semaines de calcul d'ingénieur. Ça dépend de la disponibilité des ingénieurs pour faire l'expertise statique. Ouais. Après, on se lance avec les plans d'exécution puis les plans de mise en production. Ok. Donc, 3 mois pour la production. À partir du moment où tout est signé, tous les plans sont validés, 3 mois plus tard, on livre. On pose sur le chantier, sur le site. Ok, excellent. Et donc la construction, si j'ai bien compris, vous ne la faites pas à l'interne, donc ça vous sous-traitez? Ouais. C'est ça? Toute la partie installation sur place? Alors, ouais. Donc terrassement, maçonnerie, chauffage sanitaire, électricité, c'est toutes des entreprises locales en sous-traitance. Ouais. Ok. En sous-traitance. D'accord. Ah, magnifique, ouais. Et du coup, d'un point de vue... donc ce que vous faites le plus pour le moment, c'est quand même des maisons individuelles? Clairement. Ah ouais. Ouais. Ouais, là en haut. C'est intéressant ça. Dans la région de Cran ou... Enfin, chalet, maison. Ouais. Chalet, maison. Ouais. Après, tu fais ce que tu veux. Je veux dire, la maison, une fois qu'elle est montée, si tu veux mettre du bois dehors, si tu veux la faire moderne, si tu veux mettre des grandes parois vitrées, enfin... On imagine les maisons préfa comme... Quand je pense un peu comme les maisons à l'américaine, peut-être un peu les trailer parks, mais c'est pas du tout ça. Enfin, ouais. Tu vois pas la différence. Ah ouais? Tu peux faire des grosses baies vitrées tu peux tout faire. Donc en fait, ce qu'il disait Alex, c'est qu'on n'a pas un catalogue de maisons, puis que c'est des maisons, tu l'as choisi sur le catalogue et puis on te la pose comme ça. Donc les maisons, elles sont toutes sur mesure. Tous nos clients, ils dessinent leur maison. La plupart, ils ont leur architecte, un copain, etc. Et tout, qui leur dessine, enfin un bureau d'architecture. Mais du coup, on fait vraiment tout du sur-mesure. Après, il faut juste savoir qu'on est limité parce que l'intégration des parois dans les éléments préfabriqués, ils sont chargés sur des camions. Puis les camions, donc la remorque, elle fait une certaine taille. Ce qui veut dire que baies vitrées, alors en longueur, on n'a pas de souci, mais après en hauteur, ça peut poser problème. On peut aller jusqu'à 3 mètres. Plus haut que 3 mètres, les ouvertures, donc elles sont chargées séparément. Et puis donc elles sont après installées sur site. Bon, mais ça, peu importe le type de construction, ça, au final. Ah ouais. Mais c'est juste que ça nous crée plus de travail. Non, parce que pour être vraiment performant avec le concept, c'est d'avoir la paroi qui est aboutie. C'est-à-dire la fenêtre est liée, le caisson de store, le store, etc. Donc après, si on part sur des mesures un peu plus grandes, ça nous prend plus de temps. Mais de toute façon... Quand tu vois les villas individuelles ou les chalets individuels qui sont construits en Suisse, tu as rarement des baies vitrées de plus de 3 mètres. Enfin, on reste quand même dans des choses. C'est pas mal. Hein. Ouais. Non, donc en règle générale, ça rentre tout le temps dans le cadre. Ouais. Donc, on est quand même hyper flexible. Puis je pense que c'est hyper important. C'est pas comme en Allemagne, on est allé voir d'autres boîtes qui font ça en Allemagne, où eux, ils ont un catalogue, 3 maisons. Ils ont 3 tailles de maisons différentes avec 3 types de maisons à chaque fois. Puis bon, les variations, elles sont pas énormes, mais en gros, tu as 9 choix. Puis le gars, combien il en pose par année? Centaines. Ouais, plus. Mais après, c'est un marché différent. Ils ont une topographie aussi qui est beaucoup plus plate. Quand ils lancent des constructions, des projets de lotissement, ils font 60 maisons, puis c'est les mêmes. Duplex. Et puis ils sont pas compliqués. C'est pas qu'ils vont chercher une belle architecture ou quoi. Le Suisse, il a les moyens, donc il va quand même vouloir faire la maison à son goût. Ouais. Alors que là-bas, je veux dire, c'est comme en France, c'est des maisons à 500 000 balles, tu as une maison, donc tu prends un peu. Enfin, c'est des maisons sur catalogue. Ils avaient fait ça en France. C'était comment il s'appelait à l'époque? C'était Bouygues qui faisait les maisons préfabriquées en France, qui avait bien développé. Et puis c'était ça, c'est des maisons sur catalogue. Nous, on fait pas du tout ça. Après, je pense pas que la Suisse... On s'est posé la question d'ailleurs, mais je pense pas que le marché suisse serait prêt à accepter ce genre de produit. Il y en a, hein. Prologie fait ça. Ouais. Prologie fait ça. C'est des catalogues de maisons. Là où j'ai grandi, ils ont fait pas mal de maisons comme ça. Ouais. Et, mais bon, après, voilà, quoi, c'est pas... Enfin, c'est des maisons parfaitement traditionnelles. Hein. Voilà, c'est construit en 2022, mais ça ressemble à 1970. Ouais. Donc après, voilà, ça dépend des gens. Hein. Mais effectivement, tu peux faire quelques modifs, mais je crois que c'est pas énorme. Ouais, c'est vraiment un catalogue, quoi. Ouais. Tu choisis ta maison. Ah, j'ai jamais été. C'est pas ce qu'on fait, quoi, du coup. Non. Ouais. Donc volume mais personnalisé. C'est intéressant, ça. Ouais. C'est dur à gérer. Donc, mais franchement, ça va parce qu'une fois qu'il y a les plans, c'est l'usine qui fabrique.
La partie un peu plus complexe, c'est clairement l'expertise statique. C'est ça. Parce que ces maisons catalogues, elles sont faites d'une certaine façon qu'elles ont les refonds et puis la transmission des charges qui sont... Voilà. Les salles de bain, elles vont être superposées, les porte-à-faux, les portances, etc. Enfin bref, statiquement, l'objet il a été conçu qu'il soit simple. Quand on a un client qui dessine sa maison avec son architecte ici, puis qu'il a fait sur mesure, on se retrouve avec tout et n'importe quoi. Des salles de bain complètement opposées sur le même étage, donc des colonnes de chute, des araignées, des trucs compliqués. Pas que, après aussi des grandes ouvertures. Il faut savoir que on a quand même, le bois il a quand même ses limites. Ce qui veut dire que quand on veut ouvrir complètement une pièce de 150 mètres carrés, c'est peut-être pas possible. Alors, il faut rajouter des piliers, etc. Puis c'est là que ça devient un peu plus complexe. Ça prend plus de temps au calcul et puis après, il faut chercher les solutions optimales. Donc la statique est plus compliquée quand même. La statique est plus compliquée. Mais le but, c'est pas de ferrailler la baraque complètement et puis de rajouter des dînes à foison parce que tu perds un peu après en efficacité. C'est clair. Tu peux avoir vraiment ça devient beaucoup plus cher. Ok. Et c'est facile à faire du Minergie avec ça? Je viens de recevoir l'autorisation de construire d'un petit immeuble, 9 appartements, mais bon, construction traditionnelle. Minergie. Mais ça se modifie, hein, tu sauras. Construction traditionnelle. Puis ça reste au niveau communal. Hein. Ça repart pas au canton. Hein. On refait un concept feu et puis on te fait le bilan thermique. C'est bon. C'est R+3 en plus. Et puis là, franchement, on est imbattable. Puis dans la target. Ouais. Mais on a un toit plat par contre. Ah ouais. Parfait aussi. Encore plus simple. Tu viens visiter les trucs. En plus, au niveau Minergie, mais niveau je vous envoie les plans. Volontiers. Mais Minergie, tout est Minergie plus. Et en fait, ça respire vachement mieux le bois. T'as pas le problème de moisissure qu'il y a dans les immeubles en béton. Ah ouais. Mais tu vois, mais en même temps, d'un côté, c'est tellement compliqué d'un point de vue incendie. En béton, je me suis dit putain, il faut des portes incendie partout. C'est un truc de fou, hein. Des doubles parois. Et je me dis putain, en bois, tu t'arrives jamais au bout. Ouais, mais c'est ce qu'on se dit, mais en fait non. Mais le bois il est traité, il a le bois, honnêtement, si tu veux de l'EI30 ou 60, tu mets 2 panneaux de fer Marcel, c'est tout. Parce qu'on a bien en fer Marcel les panneaux. Ouais. Donc tu respectes assez facilement les normes anti-feu. Ok. Mais je pensais la même chose que toi, c'est ce que j'ai vu des maisons en paille. Attendez, non mais les gars, sérieusement, imagine. Non, en France, regarde. Attends, mais imagine-toi, t'as de la paille compressée, tu vois, monstre compressé. C'est 3 petits cochons là. Mais, non. C'est énorme. Non, mais en vrai, si tu veux, ils compressent de la paille, donc c'est un mur, préfa. Tu t'imagines un coffrage, ils compressent la paille. Ouais. Et puis après, ils te font tes éléments préfa comme ça. Toi, tu te dis, ça prend facilement feu, mais en fait, non, parce qu'il n'y a pas d'oxygène. La paille, elle est tellement compressée que le truc, en fait, il peut pas prendre feu. Enfin, il se détériore très très lentement parce qu'il n'a pas d'oxygène. C'est très dense, le combustible. Étanche au feu, étanche à l'eau. Donc, next level, maison paille. Non. Mais j'ai entendu dire que le problème des toits, ça, il y a pas mal de toits, style à l'île Maurice, bon, plutôt sur les îles. Hein. Ouais. Des toits en. Comment ça s'appelle ça? C'est pas un truc de palmier là. Ouais, plus ou moins. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de problèmes avec ça à cause de justement ces pailles qui tombaient à l'intérieur, dedans. Enfin, de la poussière et pas hyper étanche à tout quoi en fait. C'est possible. Normalement étanche à tout. Tu sais, c'est des trucs et quand il pleut dessus, ça devient étanche parce que ça gonfle. Ah ouais, puis après ça sèche. Mais ça c'est aux îles, c'est pour ça que nous on couvre les toits avec de la pierre ou de la tuile. Si tu veux, on peut te faire une offre avec un toit en paille. En paille. C'est compliqué d'être Minergie. Hein. Non, mais je regardais pour me construire un chalet. Il se dit, faut faire sous-sol radié, t'as pas le choix, maçonnerie. Mais par contre, pour tout le reste, moi je trouve que tu vis beaucoup mieux dans les maisons en bois. C'est impressionnant, j'y croyais pas non plus avant. Puis tu vois pas la différence, c'est beaucoup plus rapide à construire, beaucoup plus économique. Et puis surtout, le bois respire. Puis le problème qu'on a aujourd'hui quand tu fais des immeubles ou des maisons tout en béton, tu es tout le temps obligé d'ouvrir les fenêtres. Même avec le double flux et tout, ça ne fonctionne pas bien. Quand tu parlais, tu disais, tu as entendu de tout. Peut-être avant ce soir, si tu te rappelles d'un ou deux points négatifs que tu as entendus sur le préfa au bois, comme ça peut-être qu'on peut changer. C'était surtout le son. Le son, phoniquement, c'est impossible d'égaler une construction béton. D'accord. Mais attends, construction béton, combien de personnes font des
des plafonds en toile, parce que justement ça résonne trop. Le béton il transmet les vibrations. Quand t'as le voisin qui tape du talon sur l'étage du dessus, tu l'entends. Ouais, quand tu déplaces la chaise aussi. Une bande de rive, tu vois. Je veux dire, la chape elle est complètement désolidarisée normalement de la dalle. Ouais. Mais si c'est mal fait, effectivement, par contre là c'est chaud. Ouais. Si la dalle est mal faite, si la chape est mal faite, ouais, là c'est chaud. Je pense qu'il y a beaucoup dans la construction béton, ça se joue beaucoup là-dessus. Ouais. Mais après. Ouais, c'était surtout ça. C'est rigolo parce qu'on a fait une surélévation à Fribourg. Et puis les clients, en fait, ils vendaient les apparts. Et puis ils sont arrivés, genre ils étaient 6 ou 7, des acheteurs. Ouais. Ils se sont mis donc, à un étage, mais donc on a surélevé 2 étages. Ils se sont mis à un étage au-dessus, puis ils sautaient à 6. Et puis les autres, ils écoutaient en bas dessous pour faire le test. J'ai dit, vous pouvez y aller pendant un moment. On n'entendait rien. Non. Puis incroyable. Après, il y a différents systèmes de dalles quand on est sur des immeubles. Ce qu'on fait, c'est que dans la section de la dalle qui fait 24 cm en bois, c'est en ossature bois toujours, hein, on met 10 cm de laine de roche et puis 10 cm de gravier à sec. Donc on a une dalle qui est moitié gravier, donc béton sec, puis moitié encore laine de roche. Mm-hmm. En structure bois. Ah, c'est du costaud. Avec encore de l'isolation donc sur le dessus, plus la chape traditionnelle coulée sur place. Ouais, c'est énorme, mais 42 cm. Alors il pouvait venir à 15, sauter dessus, ça. ça jouait. Ça va t'aider. Dans la construction, en termes de coût, du coup, c'est quoi la différence plus ou moins avec. Si on part d'une maison normale, 1000 francs le mètre cube pour une construction traditionnelle Alors basique. déjà dans le principe là, on parle en mètre carré, mais pas articulant pas de chiffre au mètre carré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le client lambda qui construit sa maison, c'est son projet de vie, on lui articule pas du tout l'avantage du coût. Parce que qu'il fasse un crédit à 1 million ou qu'il fasse un crédit à 1,80 million ou 100 000, parce que on est d'accord que où c'est qu'on a l'avantage du coût, c'est vraiment le gros œuvre. Ouais. Donc c'est les murs et puis poser le bâtiment hors des rideaux, sans les travaux de terrassement puis sans la maçonnerie. Donc si tu prends tout ton chiffrage, c'est une partie. C'est sur cette partie-là, tu auras X% d'avantage. Donc, tu auras X% d'avantage sur le coût. Mais si tu noies tout ça dans la globalité, entre l'acquisition du terrain, le développement du projet, la construction, donc totale, le client lambda, c'est pas le prix qui va se décider à construire comme ça. Tandis que si tu parles avec des promoteurs qui construisent un lotissement par exemple de 20 villas, alors lui, oui, clairement le coût ça va l'intéresser. Et puis tu vas articuler, donc tu vas le gros œuvre, c'est une grosse partie des coûts de construction. Hein. C'est une grosse partie des coûts de construction, mais après si tu noies ça, aujourd'hui si tu prends l'incidence foncière, les terrains ils sont de plus en plus chers, ça représente, regarde, toi tu dirais que le gros œuvre c'est quoi, 30-35%? Ouais, facile, ouais. Grosso modo. Mais du coût de construction, pas du total. Ouais. Mais du coup de construction. Hors terrain. Voilà. Ouais. Donc maintenant, imagine-toi le client lambda, si tu dois rajouter le terrain encore là-dedans et tout, puis que sur le 35% du coût de construction, tu as économisé peut-être 20%, quand tu noies tout ça dans... Ouais, tu économises 2-3% sur le prix global, parce que où tu économises clairement, c'est l'achat du terrain. Je veux dire, le jour où tu as le gars qui a acheté un terrain trop cher, tu te récupères jamais sur la... Pour un promoteur, je dis tu te récupères jamais sur la construction. Ouais. Puis après, pour le client lambda, lui, potentiellement, il va économiser un peu chez nous, et il va vouloir avoir d'autres finitions à l'intérieur. Donc, c'est le gars qui va vouloir avoir une meilleure cuisine, peut-être les salles de bain un peu mieux, enfin, des petites choses comme ça. Puis à la fin, nous, on a remarqué, les gens, ils ont souvent une enveloppe, puis ils utilisent l'enveloppe complète. Donc, plus 10 ou 20%. C'est ça. Plus encore, c'est ça. Non. Et, par contre, le promoteur, lui, va vouloir aller tirer vers le bas tout. Ouais. Mais lui, il va aller tirer vers le bas la même chose. Tout ce qui est cuisine, salle de bain, il va faire les mêmes partout. Il ne va pas forcément prendre les meilleures qualités. Enfin, c'est... Là, vous êtes fort, je pense, dans le volume, quand l'usine peut enchaîner et faire répliquer. L'usine, à l'heure actuelle, a une capacité de sortir 300 mètres carrés habitables par jour. Quand même. Ouais. Mais on n'est pas leur seul client, donc... Ouais, c'est clair. Ouais. Mais s'ils peuvent enchaîner avec les mêmes installations, j'imagine que... Voilà. Ah, mais oui, ils sont parce que l'électro, il fait la même chose sur la même paroi, il réplique. Alors, c'est surtout ici. Alors, je vous ai... C'est surtout ici où... J'ai pas suivi, en fait. Hein? J'avais pas compris, en fait,
Ah ouais. C'est que vous étiez non, je disais, quand vous avez une commande d'un promoteur, c'est là que lui va faire beaucoup d'économies. C'est là qu'il fait, tu fais une expertise statique, c'est tout la même chose. Ouais. Tous les plans, c'est les mêmes. Donc clairement, oui, là, tu deviens vraiment efficace. Et là, tu fais 10-15 baraques. Là, on est clairement efficace. Ouais, parce que, c'est sûr. Comment vous avez vécu l'augmentation des coûts avec tout ce qui s'est passé là? Surtout sur le bois. Parce que le bois, ça a beaucoup. Mais le bois, il est monté, puis il est redescendu. Ah ouais. Il y a eu. Il n'est pas autant redescendu que ce qu'il est monté, mais c'est clair que pendant le Covid, c'était. Le bois, je sais pas, triplé, quadruplé, c'était un truc de malade. Et puis il est redevenu. Il y a eu quand même des augmentations, mais il y a eu des augmentations partout. Oui, bien sûr. Ouais. Puis après, tu as quand même l'inflation. L'inflation, elle est venue un peu sur les salaires aussi. Peut-être un peu une petite remise à niveau. Je pense que c'est plus compliqué. Je pense que c'est plus l'augmentation des taux qui ont freiné pas mal de gens que le renchérissement de la construction. Après, je sais pas si toi, tu as une autre... En fait, si tu veux l'approche que moi j'ai par rapport à ça, le bois, quand il avait augmenté, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, le bois, il vient d'Autriche, qu'on achète. Ouais. Il y a eu une chute de l'euro. Donc il y a une augmentation du coût de bois. Par contre, il y a eu la chute de l'euro aussi. Ce qui veut dire qu'on compensait en partie... Voilà. On achète en francs suisses. Ouais, c'est bien. On achète en francs suisses. Ouais. Ah bon, alors ça vous a pas changé la vie? Si, non, en fait, on achète en euros. On achète en euros, avec des francs suisses. Donc avec des francs suisses, ouais. Mais sur les délais et tout, ça a été? Ouais. On n'avait pas de problème. Vous êtes bien organisé alors? Ouais. Ok. Non mais oui, ils sont organisés là-bas. L'avantage vraiment, c'est que faut les prévenir. Puis après, eux, ils te mettent, c'est comme les bagnoles. Ils n'arrêtent pas de produire. Ils produisent pour tout le monde, ils produisent tout le temps. Nous après, pour les délais, on a eu les camions un peu plus, même pas forcément. Enfin, je veux dire. Ça fonctionnait. Après, on passe par une usine qui est quand même gros client chez le distributeur autrichien. Ce qui veut dire qu'ils étaient quand même mis en priorité. Alors on n'avait pas de manque de matériel. Ok. Et pourquoi est-ce que vous arrêtez à R+3 alors? En fait, c'est qu'au bout d'un moment, tu perds tous les avantages niveau coût. Parce qu'il faut tellement renforcer la structure. Ah ouais? Ouais, avec des DIN. Puis donc, plus tu mets de DIN, plus ça devient complexe au niveau statique, plus ça coûte de l'argent. Donc au bout d'un moment, on perd l'avantage coût sur une construction traditionnelle. Ah ouais. Ok. Ouais, c'est simple. Ouais. Tu t'attendais quelque chose de plus compliqué. C'est à cause du vent. Moi, je me suis dit, il y a une explication concrète. Non. Ça coûte trop cher, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Ouais, ça coûte trop cher. Non, puis après, il faut aussi être efficace quand tu montes l'immeuble ici. Ouais, bien sûr. Mais on te fera une offre, comme ça, tu pourras aussi comparer. Ça, je peux voir. Ouais. Combien de temps il vous faut pour faire une offre? Evan, il est rapide. On va faire vite pour toi. On envoie les plans. Moi, j'ai tout. Hein. Ouais. C'est les plans, machin, toute la partie études thermiques, statiques, j'ai tout. T'as aussi les budgets. Je peux t'envoyer les devis et tout. Genre, je cache tous les prix. Non, justement. Tu sais qu'Alex, il a d'autres activités. On va trouver des informaticiens qui vont retrouver le PDF d'origine. C'est ça, on va. Non, mais ce serait intéressant aussi pour toi pour pouvoir comparer. Mais, non, mais pour revenir un peu à ta question par rapport au renchérissement, nous, je veux dire, même moi dans mes activités, moi je vends beaucoup en euros, donc là je suis un peu moins content, mais typiquement si on prend l'exemple de KissKiss, nous on achète en euros puis on revend en francs suisses, donc ça fait qu'on n'a pas eu trop impacté les prix. Mais par contre pour le reste des activités, tu vois, la nourriture ça a beaucoup augmenté, enfin il y a pas mal de choses où il y a une vraie inflation pour des produits suisses fabriqués en Suisse, puis surtout aussi les services en Suisse. Donc je pense pour la personne qui construit, nous, il va toujours faire un meilleur deal, mais toujours faire un très bon deal, mais par contre ça va être plus avec les entreprises locales pour tout ce qui est secondes œuvres, où ça va être où je pense qu'il va plus sentir le renchérissement. Bon, après tu regardes cuisine, ça vient d'Italie, c'est pas fabriqué en Suisse. Ouais, tout à fait. Ouais. Au final, c'est les salaires. C'est ça. C'est vraiment l'installation. Ouais, c'est clair. C'est quoi les objectifs là du coup pour Immovation sur la suite?
depuis 2019 là? Comment ça a évolué et où est-ce que ça va aller? Alors moi, je dirais les objectifs, c'est vraiment de se concentrer sur nos propres promotions. Ouais. Parce que là, vous construisez encore un petit peu pour les autres ou Ouais. Plus Ouais. Oui. Ah ouais. Non, Oui, toujours. Oui. Ok. C'est les mêmes emmerdes, mais autant les avoir pour soi. C'est clair. Et j'ai parlé avec beaucoup de promoteurs à travers les podcasts, etc. Et de plus en plus, j'ai toujours les mêmes remarques qui arrivent. Et c'est franchement, je veux plus m'emmerder. J'achète le terrain, je construis, c'est moi qui finance tout. Ouais. Et à la fin, quand c'est terminé, Je vends. et limite, j'ai mis déjà les chaises et les serviettes et les fourchettes, couteaux. Et là, je vends. Et le gars, il achète comme c'est. Et s'il veut tout démonter, il démonte tout, c'est lui qui se démerde. Oui. Mais c'est juste. Parce que c'est trop galère. Oui. Parce que tu vends sur plan aujourd'hui et t'arrives jamais au bout. La charge de travail, elle est énorme. Accompagner le client tout le long. Ah, c'est ça. Si tu vends sur plan, puis que tu as ton 10 objets ou 12 objets, c'est de nouveau la même chose que nous, avoir 12 clients de l'autre côté. Donc on préfère encore construire pour un autre promoteur qui va faire de la location. On bosse avec quelqu'un qui construit des maisons et qui loue ces maisons derrière. Ouais. Nous, Donc pas compliqué en termes de configuration. Basique. On réplique. Il n'y a pas les disputes de couple. Non, on veut le seul comme ça. Non, on veut ça. Exact. Piche. C'est terrible. C'est terrible. Ah ouais, en fait, le retour des promoteurs, c'est toujours. Et puis justement, nous, on est en train d'hésiter là sur l'immeuble là, dont je parlais avant. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que au final, ce qu'ils disent, c'est toujours le temps qu'on va passer et l'énergie qu'on va mettre juste à choisir le carrelage, où est-ce qu'on met l'évier, etc. Ce genre de bricole là. Quelles couleurs sont les plaintes? Ouais. Et quand on arrive au bout de tout ça, on a perdu tellement de temps. Même en ayant pas sans avoir bloqué du cash du coup, parce que vu que c'est l'acheteur qui paye petit à petit sa construction, on a intérêt à aller jusqu'au bout, vendre plus cher, parce que très souvent ça se vend plus cher à la fin évidemment quand c'est déjà là, parce qu'il y a un coût évidemment à suivre la construction 2 ans. Donc voilà, c'est le retour des promoteurs quoi. Juste avoir les reins assez solides pour pouvoir aller jusqu'au bout. Ce qu'on disait c'est ça. C'est les fonds. Ouais. C'est ça. Mais une fois que tu as les fonds, ça c'est l'avantage de la promotion. C'est que plus tu vas de l'avant, plus tu as du cash. Donc si tu n'es pas trop débile et puis que tu ne vas pas le claquer en conneries, tu peux faire des plus grosses promotions. Tu peux te permettre de financer toi-même, d'acheter les terrains, d'attendre. Peut-être que tu puisses intensifier. Ça te permet aussi de pouvoir finir la promotion et puis de pouvoir la vendre terminée. Puis après, c'est à combien tu estimes ton temps. C'est clair que si maintenant tu dois te faire chier à aller accompagner le client, il y en a qui sont très bien de clients, mais après tu as des clients qui vont changer 10 fois d'avis. C'est ce que je disais avant. Une fois que les plans sont là, du moment que tu ne changes pas, nous on est contents, mais toujours last minute, il y a toujours des changements. C'est tout du temps que tu ne peux pas mettre à aller faire de la recherche de terrain, aller chercher d'autres deals. Bien sûr. Donc tu as aussi l'opportunity cost. Tu n'as pas que mon heure elle vaut 300 balles, mais potentiellement toutes les heures où tu n'as pas bossé, c'est tous des deals que tu n'as pas pu faire. Bien sûr. Donc, ou alors il faut engager quelqu'un qui s'occupe que de ça. Mais est-ce que du coup ça vaut la peine? Pour aller suivre les chantiers sûrement, mais... Non, certainement. Après, oui. Mais bon, après de nouveau, tu deviens une grosse entreprise de construction. Si d'un coup, tu as 6 mois où tu vends rien pour une raison X ou Y, les taux ils flambent, les gens ils ont peur, le marché il se contracte, tu as des employés, c'est des salaires en plus à payer de gars qui... Alors c'est un job que tu aurais pu faire toi. C'est clair. Alors qu'en promotion, tu peux te dire, bon, les taux sont trop montés, le marché s'est contracté, j'attends. T'as pas d'autres frais, tu fais toi ton... Si tu arrives à contrôler tout ça, c'est clair que tu es beaucoup plus serein, tu dors vachement mieux que de monter une grosse structure. Parce que je veux dire, tu dois monter ta structure, tu dois engager des gens. Plus tu engages de monde, plus tu as besoin d'avoir des RH performantes, plus tu as besoin que ta compta le suive. C'est clair. Je veux dire, donc c'est... Ça, toi, tu connais, ça. Ouais. C'est ce qu'on fait. Mais c'est un peu... Je veux dire, puis c'est pas ton métier. Aujourd'hui, tu regardes, Ivan, son métier, c'est pas d'aller... gérer une PME, enfin il gère une PME, mais lui c'est vraiment de faire de la construction, c'est pas d'aller faire des RH, c'est pas d'aller faire de l'admin, il doit le faire et puis il le fait bien parce que c'est sa boîte, mais je veux dire, le but c'est pas d'alourdir la barque alors qu'il y a des solutions beaucoup plus simples qui sont ce que les autres promoteurs te disent. Tu fais toi-même ta promotion jusqu'au bout, tu marges mieux, moins de soucis. T'en fais peut-être moins, t'as moins de soucis.
Si tu vois bosser aussi pour les autres, à la fin, tu vends tes heures. Alors que, c'est sûr. Donc le levier, au bout d'un moment, ton levier il est limité. Ouais, et avec le réseau que j'ai pu développer là sur les réseaux sociaux, du coup j'ai de plus en plus de contacts avec les promoteurs et c'est vrai que alors il y a plusieurs choses que je suis en train de remarquer, mais c'est déjà à quel point un seul promoteur tout seul avec une personne en admin qui s'occupe de l'admin peut faire des montants mais astronomiques comme j'avais jamais imaginé. C'est à 2 personnes, limite une personne à mi-temps. Et premièrement, après ça nécessite du cash quand même, mais premièrement. Et deuxièmement, j'ai l'impression que en fait, plus les projets que tu fais sont gros et plus c'est facile. Et ça aussi avec la discussion avec les banques, plus c'est facile à financer, plus c'est facile à négocier les coûts de construction. Et j'avais même vu un promoteur qui en fait attend d'avoir suffisamment de projets pour des coûts de construction de l'ordre de 10-15 millions et ensuite après il fait tout d'un coup. Et il prend la même société, il lui dit ok, tu fais ces 4 chantiers là, tu as 15 millions de construction, c'est tout pour toi, entreprise générale, mais je veux un prix hyper compétitif. Et après le coût par logement, il chute comme ça un truc. L'immobilier, c'est vraiment une histoire de volume. Je crois qu'il y avait un de tes podcasts, tu disais moi j'achèterais pas de studio comme bien de rendement parce que les coûts par rapport au mètre carré et tout, tu t'en sors pas. Puis là je veux dire pour la prom c'est la même chose. Les villas, préfèrent de la promotion de villas pour de la location, c'est intéressant parce que tu as quand même un marché de clients qui cherchent ce genre de bien. C'est très niche. C'est assez niche. Mais sinon, c'est clair qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus rentable à faire acheter un grand terrain et puis faire 6 immeubles l'un derrière l'autre que de t'amuser à aller faire un petit immeuble par-ci, un petit immeuble par-là. Mais il y a vraiment des économies of scale qui sont monstrueuses. Puis comme tu le dis, avec les banques, mais même les marges avec les banques. Moi, je bosse vachement avec les banques. Je peux te dire que plus tu leur dois de pognon, mais plus tu bosses avec eux, plus tu as des meilleures conditions. Mais après, ils veulent aussi voir que tu arrives à les repayer, que derrière, tu es un client, on va dire, solvable et puis consciencieux. Mais une fois que tu as créé cette relation de confiance, je veux dire que ce soit avec les différents partenaires, autant les banques que les autres partenaires qui font le second œuvre ou même les courtiers ou autres, je veux dire ça tout seul, ils vont venir te voir en premier. Puis toi quand tu vas voir une banque, tu dis bon, moi je suis venu te voir en premier, qu'est-ce que tu me fais si tu me fais un bon truc, je vais pas voir ailleurs. Puis après tu peux faire marcher la concurrence. Alors quand le gars qui construit sa maison, c'est un projet de vie, il va aller avec sa banque ou il a son compte bancaire là-bas. Ils vont pas forcément aller faire marcher la concurrence parce qu'ils sont potes avec leur banquier. Moi je m'en fous un peu, enfin c'est pas ça, je m'entends très bien avec mon banquier. Non mais par contre moi ça me dérange pas d'aller faire marcher la concurrence, d'aller voir ailleurs. Il faut hein. Et je le répète tout le temps. Et plus t'es gros, plus t'as de poids pour aller faire ça. Puis le promoteur qui bundle tout ça, c'est clair que tu n'auras pas les mêmes conditions si maintenant tu fais un projet à 15 patates que si tu fais un projet à 1,5 million. Ouais, bien sûr. Et pour la banque, c'est le même job d'aller te prêter 1 million ou t'en prêter 20. Donc eux, ils doivent répercuter ce coût-là sur le coût de l'emprunt. Moi, je me dis, la banque, si tu as un projet vraiment, tu fais 50 logements, je suis sûr, la banque, donc déjà, elle est prête à tout faire pour pouvoir te financer. Hein, donc, elle fera tous les efforts possibles et imaginables, dans le seul objectif que tu ne payes pas tes intérêts et puis qu'elle puisse te récupérer l'immeuble derrière. Parce qu'un immeuble bien placé, on sait comment les institutionnels ont investi massivement dans l'immobilier ces dernières années. C'est pas leur business model. J'espère pas. Non, mais c'est du job. Ils savent pas forcément le faire. Tu vois, je verrais mal la partie hypothécaire aller récupérer pour pouvoir aller donner du job à leur partie real estate. Après, je pense en interne, ils vont plutôt préférer trouver un deal, refinancer. C'est arrivé dans les années 90. Je pense qu'il y a beaucoup de banques qui ont gardé un goût amer. Mais par contre, tu vois, les banques, elles sont prêtes à venir, à te refinancer. Elles ont quand même un goût du risque, un amour pour l'immobilier qui leur permet d'être un peu plus risqué là-dessus. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que les banques, ils ont aussi un intérêt de travailler avec les promoteurs, c'est que le coût de revient du bâtiment, il est quand même plus bas que le client privé qui vient chercher son emprunt. Donc le promoteur, il va construire pour X, donc la banque, elle va le suivre, mais par contre, s'il y a un pépin, le bâtiment, pourtant qu'il arrive au bout, il vaut quand même plus que ce que c'était prévu de financement au départ. Parce que la marge du promoteur n'est pas encore vendue. Voilà. Non, puis la marge, aujourd'hui, un promoteur qui ne fait pas 20%, je pense que
Ces dernières années, il y en a qui étaient prêts à prendre beaucoup moins, mais parce qu'il y avait une folie partout, puis les taux d'intérêt étaient tellement bas que vous voyez pas les taux d'intérêt monter. Ils se sont dit de toute façon, même si je prends 5 ou 10%, je fais travailler mon argent mieux qu'à la banque. Et maintenant, c'est clair que ça retourne à une réalité, plus une normalité, on va dire, qu'une réalité. Et le promoteur voudra en tout cas 20 à 30%, parce que tu vises 30% de marge. Si tu as 20% à la fin, tu es content. Parce qu'il y a toujours des faux frais qui viennent se rajouter, des petits imprévus. Puis il ne faut pas oublier que le terrain, il ne prête pas forcément de l'argent pour le terrain. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir aller mettre du pognon, puis tu vas bloquer cet argent pendant un moment. Et c'est de l'argent qui ne travaille pas. Et donc faut aussi dire, le promoteur, il fait peut-être 20%, mais sur 3, 4, 5 ans, sur des gros projets, entre le moment où il a trouvé le terrain, puis le moment où il a tout encaissé. C'est pas que tu fais ça en une année. Donc on voit tout le temps des gros montants, on se dit tout le temps, ils font des flips, c'est impressionnant. Mais c'est quand même quelque chose qui prend du temps, il y a un risque, le marché peut se retourner, le gars il peut... de nouveau, les taux d'intérêt ils montent. Le gars il avait prévu qu'il pourrait vendre à X francs du mètre carré, puis d'un coup toute sa clientèle qui finançait avant à X francs du mètre carré, aujourd'hui ils n'arrivent plus, ou ils sont trop tight, ou ils ont peur, et donc tu te retrouves avec quand même pas mal d'immobilier sur les bras. Puis c'est là en fait où tu dois avoir un bon partenaire bancaire aussi qui vient pas t'emmerder avec te faire des margin calls en disant les taux d'intérêt ils montent, ton immeuble il vaut moins, donc maintenant rallonge, sinon je te ramasse le truc. Faut que tout le monde bosse main dans la main. Ouais, c'est clair. C'est toujours assez dur à trouver ça, hein. C'est le nerf de la guerre. Mais effectivement, moi je pense qu'il y aura pas mal de promoteurs, typiquement beaucoup même d'entreprises générales ou bien d'artisans qui ont acheté des terrains pour faire des promotions avec quasiment 0% de marge juste pour faire bosser leurs équipes. Ouais. Et ça va être chaud, ça, je pense. En tout cas, tous les projets qui ont commencé, c'est aussi le problème des promotions, hein, c'est que ça prend des années, 2-5 ans facilement. Et du coup, entre 2 et 5 ans, on a vu ce qui peut se passer. Je veux dire, on a les taux d'intérêt qui ont triplé en 6 mois, pas en 2 ans. Ouais. Donc, entre le début du projet et la fin, il se passe... Je sais pas quand est-ce que tu le sortiras, mais moi, je pense qu'il va encore monter les taux fin du mois. Hein. Oui. Ouais. Vous voyez comment les taux d'intérêt à moyen terme? Je pense qu'on arrive... Moi, je pense qu'ils vont monter encore un peu là, fin juin, et puis après ça va stagner. Ça va stagner. Puis je pense que l'année prochaine, ça va baisser un petit peu. Ah ouais? Ouais. On en reparlera. Non, mais pourquoi? Parce qu'on importe quand même une chier de déflation. Ouais. Parce que l'euro, moi je ne le vois pas remonter. Je rêverais qu'il remonte, mais je vois au fin fond des pataquès, on ne trouvera plus trop la parité. Je vois plutôt à 0,85, 0,87 sur mes budgets en interne qu'à 1. Pareil pour le dollar. On importe beaucoup de l'Europe et puis des États-Unis. Donc c'est-à-dire que même si le prix des produits augmente en euros, il diminue ou il reste le même en francs suisses. Francs suisses reste une valeur refuge, mais si les taux d'intérêt flambent aux États-Unis ou en Europe, les instituts vont préférer avoir du 5-6%, je veux dire, sur du dollar que du 2% en francs suisses, c'est mécanique. Donc, ce qui va faire que je pense que les taux d'intérêt vont baisser à terme. Mais on verra. Moi, je pense qu'on va rester entre 2 et 3 parce que c'est un peu une anomalie, 0,8. Alors non, on arrivera. C'était une anomalie, c'est un retour à la normale en vrai. On n'arrivera pas à 0,3, mais je pense qu'on n'atteindra jamais 5. Je pense qu'aujourd'hui, tu regardes, tu payes du 2-3%. Avec la marge, c'est des gens qui vont payer même, tu vois, un client lambda, il va payer une marge d'un et demi là-dessus. C'est des gens qui vont payer peut-être du 4,5, et ce qui est tout à fait normal. Puis après, pour les sociétés, je veux dire, c'est pareil. Mais je pense que là, on atteint gentiment le plafond en Suisse, parce qu'il n'y a pas forcément d'inflation. S'il n'y a pas d'inflation, ça ne sert à rien de monter les taux. Ouais. Mais faut voir. De toute façon, personne n'a la boule de cristal. Et c'est très compliqué à prédire. Mais ce que les gens n'aiment pas, c'est l'incertitude en tout cas. Mais ils n'aiment pas l'incertitude. Ouais. Si maintenant tu leur dis, les taux d'intérêt vont rester stables sur les 10 prochaines années, mais tu vas payer tant, ils sont tout contents. Ah ouais. Ils sont tout contents, même si c'est le triple. Choper, et puis ça c'est clair. Mais tu vois le nombre de personnes qui ont bloqué les taux. Bon, ceux qui ont bloqué les taux à 0,6, là, il y en a 2, 3, 0,6, 0,8, qui ont fait des cartons. Ceux-là, ils ont raison. Ouais. Mais ceux qui ont bloqué les taux quand les taux montaient, juste parce qu'ils ont eu peur.
je pense que c'est débile. Parce qu'ils ont bloqué beaucoup plus cher. Parce qu'il y a un monstre delta entre le 5-10 ans et puis tu prends un Saron 3 mois. Et bon, moi je suis toujours pour des taux d'intérêt, enfin garder de ne pas bloquer les taux. Ouais, après sur du Saron. Bon, après moi j'ai des business qui génèrent du cash flow. Puis ce qu'on fait avec la promotion, c'est, je veux dire, un peu la même chose. Ouais. Je veux pas rester bloqué avec de la dette. Même tu peux dire, oui, tu fais travailler l'argent différemment. Mais je vois pas pourquoi je devrais payer des intérêts, une marge supplémentaire, alors que potentiellement, j'aurais pas besoin d'emprunter cet argent sur des si longues durées. Mais par contre, le client qui achète sa maison, son projet de vie, il sait qu'il va rester là pendant 10, 15, 20 ans, faire une partie en Saron, une partie 5 ans, une partie 10 ans, je trouve que c'est normal. Mais par contre, pour quelqu'un qui fait du business, qui fait travailler son argent, faut rester sur des périodes courtes. Ouais, complètement. Moi, je suis tout en Saron, moi. C'est bien. Très bon choix. Je me dis, tu vois... non, mais si d'un coup, il y a 18 mois, j'aurais dû bloquer. Ouais, mais bon, d'un coup, l'année prochaine, les taux baissent. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si ça baisse un tout petit peu, tu seras toujours moins que d'avoir bloqué. Parce que tu vas payer de toute façon, il y a quoi, un delta d'1% entre du Saron et puis après du 5 ou 10 ans. Donc de toute façon, ce pourcent, tu te le manges. Bon, là, maintenant, c'est assez proche. Hein. Ouais. Maintenant, ça s'est beaucoup rapproché. Ouais. Donc c'est-à-dire que les gens, ils ne voient pas les taux monter. Ouais, non. Maintenant, bon, moi, je resterai quand même sur du Saron. Parce que là, je pense que ça va stagner maintenant. Ouais. Effectivement, on ne va pas tellement augmenter beaucoup plus que ce qu'on a augmenté maintenant. Jusque-là. Non, on tient l'inflation après avoir. On verra de nouveau. Mais je pense et puis j'espère qu'on ne retrouvera pas des taux d'intérêt aussi bas qu'avant. Parce que ça fait des dégâts à l'économie. Ah ouais. D'ailleurs, le marché immobilier des immeubles de rendement institutionnel, moi je dis 10 millions et plus, il a été massacré, complètement massacré. Et ce que je regrette maintenant, c'est que les médias font des grosses annonces avec des titres style moins 15% sur les immeubles, sans préciser vraiment exactement ce que c'est. Ouais. Dans la tête des gens, c'est l'immobilier acheté de 15%, et ça n'a rien à voir. Ouais. Pour moi, c'est tout à fait probable, et ce serait même juste que les immeubles de rendement, mais 10 millions et plus, c'est vraiment la catégorie des institutionnels, perdent facilement 30%. Ouais. Mais c'est déjà arrivé. Ouais. Parce que c'est clair. Avant, ceux qui achetaient à 2,5, puis maintenant tu achètes à 5, c'est divisé par 2. Hein. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. On n'est pas encore arrivé là, mais pas loin. Sur du bureau, à certains endroits, les gens ils payent 2,5, 3. Et puis là, maintenant, à 5, 6, t'arrives pas à les vendre. Et pourquoi ? Parce que, après, les gens ils se trompent aussi. Ils disent, les bureaux c'est fini, les gens ils vont faire que du home office. Moi, je vois ici, j'aime bien avoir mes gars sur place. Je pense que les bureaux vont devoir se réinventer. Donc, ça va coûter cher aux propriétaires de redonner un coup. Il faut que ce soit des lieux de vie, mais les employés vont revenir au bureau. Tu n'as pas forcément envie. On a vu le home office pendant le Covid. Certaines personnes l'ont très bien vécu, mais c'est ceux qui sont célibataires, pas de gamins, et puis qui ont pu aller avec des salaires suisses vivre en Espagne. Mais par contre, maintenant, ta femme, enfant, tu n'arrives pas à être efficace à la maison, en tout cas 5 jours sur 7. Ouais, c'est clair. Donc les bureaux vont devoir se réinventer. Ah non, les bureaux sont pas morts, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, va regarder, tu as de la peine, le marché des bureaux, c'est complètement stoppé. Mais aussi une autre raison, c'est que les étrangers pouvaient acheter des bureaux. Puis maintenant, si tu as du 5-6%, je sais pas, sur du dollar, pourquoi tu irais acheter un immeuble à 4-5% en Suisse ? C'est clair. Alors que de l'autre côté, c'est hyper liquide, tu as des T-bills, tu t'en fous. Donc, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, tout est global. Donc, il y a des choses, il y a des mouvements de prix qui sont purement mécaniques. Ouais, tout à fait. Bon, on verra comment ça va évoluer. Est-ce que, à votre avis, il y a un plafond des prix de l'immobilier en Suisse ? Là, je parle vraiment résidentiel, PP. Aujourd'hui ou dans à terme individuel ? À terme. Non, il n'y a pas de plafond. Est-ce que la référence, c'est les prix à Genève, à Zurich, et tant que le reste n'est pas au même stade, ça suit, ça continue de suivre, quoique ça continue d'augmenter à Genève, ça continue d'augmenter à Zurich, ou bien comment ça va évoluer ? Parce que moi, j'ai une idée assez cadrée là-dessus. Pour moi, c'est simple, la Suisse, c'est un petit territoire qui n'est pas extensible, qui utilise... ça va commenter. Ah ouais, c'est clair. Sur un tiers du territoire qui peut être développé, il n'y a que 7,5% qui est vraiment développé. Donc c'est un tout petit pays qui peut
difficilement identifié. Dans les montagnes, tu peux pas faire ce que tu veux. Dans les lacs, tu peux pas faire ce que tu veux. Je vois mal le lac Léman se faire sécher pour faire des immeubles. Et on est de plus en plus tout le temps chaque année. Et ça change pas. Et ça va pas changer. Je veux dire, la Suisse s'en sort tellement bien dans ce qu'on voit aujourd'hui. Tu parlais avant d'inflation. Je veux dire, la différence avec ce qui se passe autour de nous, c'est massif. Pour l'immobilier, c'est très simple. Il faut regarder deux choses. La démographie et puis les taux d'intérêt. On parlait de taux d'intérêt, maintenant il faut parler de la démographie. Du moment que la Suisse reste attractive et puis que les gens viennent, je veux dire, il va falloir construire. On ne construit pas suffisamment vite, donc c'est clair qu'il va y avoir des périodes où les prix vont monter plus vite que d'autres. Mais je prends un exemple de Saint-Sulpice. Je connais quelqu'un qui a acheté 2 baraques là-bas, des maisons, il les a payées mais à un prix de débile. Pourquoi ? Parce qu'en fait le CUS il est passé de 0,3 à 0,5. Et en fait, il dégage les maisons, puis il fait des immeubles. Puis il va vendre des appartements plus chers que ce que les maisons valaient avant. Et puis il va pouvoir construire 30% plus. Donc, aujourd'hui, tu verras, on veut éviter le mitage du territoire, on veut éviter pas mal de choses. Mais puis aussi, on veut être de plus en plus écologique. Qu'est-ce qu'il y a de plus écologique qu'une ville ? Il y a rien, parce qu'en fait dans une ville t'as que des transports en commun, tu mets beaucoup de gens sur un endroit. Ce qui est horrible, c'est les suburbs aux États-Unis, le sprawling comme ça où tu fais tous les jours 1 heure de bagnole pour pouvoir aller en ville. Ça c'est pas du tout écolo. Donc c'est clair qu'à terme on va tendre vers la densification. T'as certaines villes qui, je pense, vont vraiment pouvoir tirer leur épingle du jeu. Après, tu as certains endroits comme peut-être le Valais ou autre où des gens voudront des résidences secondaires, ou peut-être des gens comme moi veulent vivre ici parce que la qualité de vie, mon humble avis, est meilleure qu'en ville en Suisse. Mais les maisons, il y en aura de moins en moins. Tu auras toujours des gros revenus. Mais quand tu te dis... Et puis, tu auras toujours des gens qui vont gagner de plus en plus et qui voudront leur ville individuelle. Je veux dire, bon... Et on construira plus de villes individuelles. Et on construira plus de villes individuelles. Et donc, aujourd'hui, je pense que toutes les personnes qui peuvent acheter une villa devraient le faire. Puis je pense que les gens qui aujourd'hui se posent la question, qui habitent en ville et se disent « Ah, mais maintenant, j'aimerais peut-être partir parce qu'à Genève, on va peut-être augmenter l'impôt sur la fortune, ça devient compliqué ou autre. » Vendent leur appartement à Genève, t'achètes un super chalet ici en Valais. Puis je pense potentiellement tu seras content, tu feras même une meilleure affaire immobilière que de rester au centre. Les villes deviennent de plus en plus Genève, c'est que des locataires, c'est 90% de locataires. Ils ne veulent plus avoir de propriétaires. Et c'est devenu l'accès à la propriété, il est compliqué chez eux. Il est hyper compliqué, c'est ultra cher. Et puis en plus, après, je veux dire, une fois qu'un appartement il a été loué une fois, tu le sors plus jamais du marché locatif. Je peux te citer une pétée d'exemples, mais je veux dire, Lausanne, la même chose. Donc tous les cantons où tu as une pénurie de logements, c'est le cas. Puis donc, c'est des endroits où la SLOCA est extrêmement forte et fait qu'il y aura de plus en plus de locataires, moins en moins de propriétaires. Et puis c'est des endroits où ils vont densifier, les maisons on va les dégager pour faire des immeubles. Tu auras 2-3 endroits. Colonie, je pense que là-bas il y aura toujours des belles maisons, ça vaut la peine. Ceux qui ont acheté, même qui ont acheté très cher, ils ont fait des super deals. Mais maintenant pour la personne lambda qui veut sa maison individuelle, je pense pas que Genève ou Vaud soit abordable. C'est devenu compliqué, tu dois aller vers Fribourg, Neuchâtel, Valais. Ah ouais, t'es obligé de tremper à périphérie, c'est clair. Ouais, mais on ne veut pas. Hein. Mais bon, c'est nous qui avons voté. Hein. Bah oui. C'est nous qui avons voté. Donc, voilà. En tout cas, on verra comment ça va évoluer. Mais effectivement, moi, je pense qu'on n'est pas au bout. Déjà, premièrement, je pense que les prix vont pas chuter dans le résidentiel. Aujourd'hui, ça paraît pas possible. Augmentation des taux ou bas. Pour la simple raison qu'on est en pénurie de logement partout. Et puis qu'à terme, ça va continuer de monter. Peut-être une stabilisation. Petite baisse peut-être. Non, mais ça continue. Je vois même pas forcément de baisse. Mais là, on regarde, on disait avant, on bosse avec un investisseur privé qui fait justement, on lui construit des maisons qu'il loue. Avant même qu'on les mette sur le marché, elles sont déjà parties. On avait, 15 offres, on n'avait même pas mis une annonce. Juste en parlant autour de nous, elles ont été louées les 2 maisons en une journée et demie. Pour la location, donc. Pour la location. Les gens cherchent des villas. Aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas les moyens, ou c'est peut-être devenu un peu tight, mais tu auras toujours... Puis bon, ils payent des loyers de malades. Donc eux, ils pourraient clairement être propriétaires. Oui. Mais après, tu as des gens qui veulent...
Moi, je vis en appartement pour le moment parce que je suis tout le temps au bureau, donc je n'ai pas forcément envie de m'emmerder avec un jardin. Mais c'est clair que là, j'ai acheté un terrain pour pouvoir construire mon chalet. Parce qu'à terme, je veux ma résidence individuelle, principale, où je suis bien tranquille. Mais la demande, elle est là. Le marché, c'est un marché de niche. Mais il ne faut pas oublier qu'il sera toujours là. Celui-là, il est presque incompressible. Par contre, il y aura de moins en moins de baraques qui se construisent. Ouais, ça c'est sûr. Et vous pensez quoi d'ailleurs, peut-être dernière question, parce que j'ai cette question tout le temps sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai un avis très tranché, mais sur un jeune investisseur ou quelqu'un qui commence à investir, qui s'intéresse à l'immobilier, est-ce qu'il doit acheter sa résidence principale d'abord et ensuite faire l'immobilier, ou bien non, surtout pas, et rester locataire? Ouais, alors ça dépend. Moi, je vais te dire. Comment ça, vas-y. Bon, tu prends Ivan, hein. Lui, typiquement, il va louer, il va préférer mettre son argent dans des promotions. Moi, je pense que l'employé lambda qui ne veut pas se lancer dans l'immobilier va à meilleur temps d'acheter. Pourquoi? Parce que c'est de l'épargne forcée. Et c'est très important. Alors, celui qui n'a pas de projet, effectivement, oui. Mais après, si tu as vraiment des projets, etc., je dirais non. Toi, tu te dis, tu veux te lancer dans l'immobilier, puis tu veux en faire ton business. À ce moment-là, moi, je te conseille de ne pas bloquer ton pognon dans ta maison et puis de le faire travailler. Ouais. Et puis donc, d'aller acheter peut-être 2-3 petits biens de rendement et de louer. Donc, le conseil aux jeunes, c'est vraiment qu'ils fassent travailler son argent avant de le placer pour se créer de la dette, en vrai, mais à titre privé. Et puis, pas qu'il se plante, quoi. C'est clair. Sinon, elle aurait mieux fait. Non, mais c'est sûr, si tu compares, parce qu'on compare toujours le coût d'être locataire et le coût d'être propriétaire, mais c'est toujours sans prendre en compte le coût d'opportunité. Oui. C'est-à-dire, ça coûte combien tous les mois d'être propriétaire, ça coûte combien tous les mois d'être locataire. C'est de l'argent. Le calcul, c'est pas ça. Il doit aller beaucoup plus loin que ça, le calcul, si tu veux juste. Oui. Non, puis surtout, quand tu peux faire du levier après sur l'immobilier, je veux dire. Ton avis à toi, c'était quoi? Ton avis à toi, c'était quoi? C'est exactement le même que le vôtre, c'est clair, mais je suis d'accord avec toi. Si tu comptes rien faire avec ton argent, t'as intérêt d'acheter un appartement et de vivre dedans. Si tu comptes vraiment rien faire, mais si tu comptes rien faire avec ton argent, c'est complètement ridicule. C'est que de toute façon, t'as tort. Donc voilà, mais par contre, et justement, du coup, t'es censé faire quelque chose avec cet argent et tu peux faire bien mieux que de le bloquer dans les murs de là où t'habites toi. Bon, après, tu vois, toi tu bosses, t'as un couple, les deux ils bossent, ils veulent pas s'emmerder à avoir un side job, entre guillemets. Puis ils ont une belle épargne, un bon deuxième pilier, ils ont un bon troisième pilier. Je pense que eux, typiquement, ça vaut la peine d'acheter. Parce que après, ça aura plein de coûts. Le jardin, ça coûte, les petites réparations, il y a plein de faux frais. Mais ils seront bien, c'est une épargne forcée. La maison, elle va prendre, ou l'appartement va prendre de la valeur avec le temps. Eux, fiscalement, c'est aussi hyper intéressant de pouvoir d'être propriétaire. Donc pour cette catégorie-là, qui est quand même une grande majorité en Suisse, je trouve que c'est très intéressant d'acheter. Mais maintenant, si tu veux en faire ton métier, achète pas comme premier bien ta baraque ou ton appart. Résidence principale. Et puis même pas comme 10e bien. Attends un bon moment. C'est clair. Une fois que tu peux, attends que ce soit tes biens de rendement qui payent ta résidence principale. Voilà, clairement. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas décourager les gens à devenir propriétaires. Parce qu'au contraire, c'est de l'épargne forcée. On épargne de moins en moins. On se plaint de l'AVS, de ces choses-là ou autres, mais pas oublier que les générations précédentes, elles ont acheté des maisons. C'était beaucoup moins cher que maintenant, mais c'était des gens qui avaient un bas de laine, qui avaient des obligations, qui avaient des actions, qui achetaient des actions suisses, qui achetaient des actions de plein de choses. Tu vois, quand parlons d'actions suisses, quand Swissair s'est pété la gueule, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur deuxième retraite, on va dire, parce qu'ils investissaient dans des boîtes suisses, des gens qui ont du Roche, du Novartis, du Nestlé. Mais je veux dire, maintenant, tu prends notre génération, on a des day traders qui vont aller essayer de faire des quick wins. Sur les cryptos. Sur les cryptos, ces choses-là. Et je veux dire, parce qu'on veut tout de suite. Et puis, je dis, alors, pour éviter de succomber à ces pulsions, t'as meilleur temps d'aller acheter ta baraque. Puis au moins, comme ça, Oui. Non, mais clairement. C'est sûr, c'est sûr. Parce que je connais notre génération. Le gars qui va aller acheter du Nestlé, puis qui va aller acheter du Roche, à un moment, il va avoir une pulsion débile, il va aller vendre ça parce qu'il voit que ça baisse, et puis il se dit, putain, je vais mettre dans les cryptos. Puis il va se prendre la double peine parce qu'il aura acheté... il aura vendu moins cher ses actions Nestlé, puis il aura acheté au top des cryptos. Puis j'ai rien contre les cryptos, mais je veux dire, il y a trop de gens qui se sont lancés dans le day trading, dans ce genre de truc. Et puis je pense que si maintenant ils mettaient leur pognon dans leur baraque,
au moins ils auraient des pognon bloqué. Ils s'en sortiraient beaucoup mieux. Ils s'en sortiraient beaucoup mieux. Ah ouais, c'est clair. Et j'ai vu une stat de fou furieux. En Suisse, on signe tous les jours pour 15 millions de crédits à la consommation. Putain. 400 nouveaux contrats par jour en Suisse. Putain. C'est un truc de fou, quoi. C'est crédit à la consommation. Non, je sais, mais ça c'est horrible. C'est 400 personnes qui s'empêchent de devenir propriétaires tous les jours en Suisse. C'est un truc de fou. Pour des conneries. Pour acheter de la merde. C'est vraiment pour acheter ta télé, pour une armoire Ikea. Bon, tu sais, les trucs avec Klarna, Buy Now, Pay Later, ça c'est une angoisse. Parce que déjà, on a une génération qui veut du tout de suite, qui est incapable d'épargner. Puis maintenant, tu leur donnes encore la possibilité, en plus des cartes de crédit, d'aller acheter et puis de payer plus tard. Puis tu commences à payer la première tranche 3 ou 6 mois après, ou même plus. Je dis, les gars, ils auront déjà oublié qu'ils ont acheté le truc quand ils commenceront à payer. C'est pas qu'ils vont réduire leurs dépenses. Ah non. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est ça. Regarde, maintenant, on parlait de l'intérêt avant. Moi, je crois pas le gros clash, puis que les gens, ils aient plus l'argent pour payer leurs dettes. Même si l'intérêt, parce qu'on est d'accord que les banques, ils calculent une sécurité. Quand ils ont octroyé les crédits, ils étaient à 5-6%. On est d'accord ou pas? Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, même si l'intérêt, il monte, les gens, ils sont en capacité financière de payer un intérêt plus élevé. Mais par contre, ce qu'ils doivent changer drastiquement, c'est le mode de vie. Le mode de consommation, parce que... Ah ouais, c'est sûr. Bon, tout est dépensé, je crois, dans le sous. Les crédits à consommation, là, c'est 11%. Hein, c'est pas 2,5%. Non, ça c'est clair. Et c'est de la dette pourrie. Hein. C'est clair. Bon, en tout cas, merci infiniment pour cet épisode. Hein. Merci à toi. Ça passe vite. Ouais, ça passe trop vite. On en refait un. On en refera avec plaisir. On recommence. Non, on fera un pour parler d'Audacia. Avec grand plaisir. Et puis, merci pour votre avis. En tout cas, bonne suite avec Immovation. Merci. Ça annonce plutôt belle. Et faut que je vous envoie les plans. Grave. Encore aujourd'hui. À plus. Ça, tu l'as à la fin de la semaine. Allez, ciao. Ciao.